Bonjour à toutes et à tous, la vidéo sur House of the Dragon, ça arrive avec du retard, mais c'est normal, si vous étiez là hier sur le live du Seigneur des Anneaux, on a fini à presque 3 h du matin, on a fait presque 6 heures de live avec la libre antenne, donc j'avais besoin de dormir et puis je suis aussi malade en ce moment, donc j'avais besoin de repos, mais mieux vaut tard que jamais, et House of the Dragon, je vous lis la review et plus tard dans la journée, je ferai la vidéo sur The Walking Dead et pour demain, la critique de Halloween Ends. Alors, cet épisode 9, c'est pas l'épisode que certains attendaient l'épisode 9 comme presque toutes les saisons de Game of Thrones où il se passe des dingueries, en général c'est là où il y a des morts importantes. On est sur un épisode beaucoup plus calme en apparence seulement. Un épisode qui va être concentré sur les Verts, la team verte, c'est-à-dire celle de Alicent, de la maison Hightower, et donc de Aegon, Aemond, toute la famille de Alicent. Et c'est la mort du roi qu'elle apprend en début d'épisode, et à partir de là, et c'est ce qu'on se doutait, enfin, on avait compris à la fin du dernier épisode, il y a ce malentendu, ce quiproquo, autour de Aegon, autour de la prophétie de Aegon le Conquérant, et elle, Alicent, a compris que c'était Aegon que Viserys voulait nommer roi dans son dernier souffle. Donc à partir de là, ça va être le complot pour évincer Rhaenyra, voire pour tuer Rhaenyra et tous ses partisans. Et Alicent, en fait, elle s'aperçoit quand elle a été manipulée, elle s'en était déjà aperçue, mais elle s'aperçoit de l'étendue de la manipulation de son père, qui n'attendait que la mort de Viserys pour remplacer Rhaenyra et qui avait déjà tout planifié. Peut-être parce qu'il a accéléré la mort du roi, ou peut-être pas, ça ne nous est pas dit, mais ça serait pas étonnant, on apprendra probablement. Mais sinon, quoi qu'il en soit, il était à la fin de sa vie, donc... Et ça commence avec le conseil de la reine, où on a Criston Cole qui pète un plomb et qui tue un des représentants, qu'il y a un des conseillers de la reine, juste parce qu'il veut rester fidèle, et du coup il s'emporte un petit peu contre la reine en criant à l'usurpation. Criston Cole qui lui fracasse le crâne en un coup. On a Geoffrey Wistrelin qui démissionne de la garde royale, puisque lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette usurpation de trône. Et on a donc Jason Lannister et les autres qui se soumettent, voilà, qui comprennent que s'ils ne le font pas, ils vont perdre la vie. Et ça commence la traque des partisans de Rhaenyra, dont certains qu'on avait vus dans les épisodes précédents. Un qui a accueilli Rhaenyra et Daemon quand ils arrivaient en début d'épisode précédent. Lui, il plie le genou, mais observé par Larys, cette vipère perverse dont je vais vous parler, qui est hyper cringe dans l'épisode, observé par Larys, il essaye de s'enfuir et Larys avertit les gardes et on finit par le retrouver pendu dans une des salles du château. Là, ça commence la chasse aux sorcières en gros, c'est-à-dire on tue tous ceux qui sont partisans de Rhaenyra. Rhaenys, qui était toujours à Port-Royal, à Port-Réal, est enfermé dans ses appartements. Et on va avoir Alicent qui va essayer de la convaincre de se rallier à sa cause, mais la sagesse de Rhaenys, qui voit, qui comprend, et qui est vraiment une fin stratège, qui n'a pas une ambition démesurée et qui est surtout fidèle à sa parole, bien que Alicent la tente en lui disant voilà, vous avez tout perdu, votre mari n'est plus là, vous avez perdu votre héritage, mettez-vous de notre côté. Et Rhaenys qui va être déterminante dans la fin de cet épisode, mais j'y reviendrai parce que c'est pour moi le personnage qui est vraiment le meilleur de cet épisode. Gros coup de cœur pour Rhaenys, alors c'était déjà le cas depuis le début de la saison, c'est un personnage qui en imposait, mais alors là, je pense qu'elle va faire l'unanimité, vraiment. De ce que j'ai pu regarder, là j'ai terminé l'épisode il y a un quart d'heure, 20 minutes, j'ai regardé juste un peu sur les réseaux sociaux, apparemment Rhaenys, tout le monde est unanime pour dire que c'est le perso féminin le plus... magistral, le plus honorable, le plus charismatique, le plus sage et le plus badass. Et au vu de la fin de l'épisode, c'est pas volé. Alors, on va avoir une concurrence entre Otto et Alicent qui vont essayer de mettre la main sur Aegon qui est introuvable. Ils vont essayer de mettre la main dessus, chacun avec leurs hommes.
Alors pour ce qui est de Alicent, elle va envoyer Kristen Cole qui va être épaulée par Aemond qui a ses propres plans. Aemond, j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode. Contrairement à l'épisode de la semaine dernière où je voyais pas trop pourquoi on lui trouvait énormément de qualité. Là, dans cet épisode, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et je vais y revenir là-dessus. Et Otto qui, lui, va découvrir qu'il y a Mysaria, donc le ver blanc, l'ancienne amante de Damon, qui tire un peu les ficelles, qui est au courant de tout, et c'est elle qui a planqué, qui a caché Aegon, mais qui fait un petit peu de chantage, et il va envoyer les deux frères, j'ai l'impression que c'est des frères jumeaux, Eric et Arik, mais je sais plus comment, sœur Eric, mais je sais plus le nom de famille, ou si c'est son nom de famille. Il y en a un qui va se ranger du côté de Otto et l'autre qui est plus honorable, qui va se ranger du côté de Rhaenys en essayant de la faire s'échapper. Donc, la concurrence pour retrouver Aegon en premier, pour le mettre sur le trône, mais pour surtout mettre la coupe dessus. Parce que Otto manipule à fond. Et d'ailleurs, il va y avoir une dissension entre Alicent et Otto, où Alicent va faire preuve de fermeté et on voit que Otto, lui, est beaucoup moins honorable que sa fille. Il n'hésite pas à recourir au meurtre. La première chose qu'il propose, c'est le meurtre de Rhaenyra, alors que Alicent ne le veut pas. Elle veut quand même, en raison à la fois de la volonté de son mari, de l'amour de son mari pour Rhaenyra et de sa propre amitié envers son ancienne meilleure amie, elle veut pas qu'on s'en prenne à Rhaenyra, elle veut juste que Rhaenyra abdique. Donc ça va être une lutte entre les deux pour qui va avoir les moyens de mettre la main sur Aegon et de le persuader de venir sur le trône, parce que Aegon, lui, il veut pas être roi. Et c'était dans cet épisode, je l'ai apprécié, ce petit pervers, parce que on découvre quand même des choses bien sales sur lui, notamment que il va dans des bordels de Port-Réal, il fait plein de petits bâtards avec des prostituées ou des femmes du peuple, plein de petits bâtards qui lui ressemblent et qu'il se complaît à regarder des espèces de combats d'enfants, de petits-enfants qui s'entre-déchirent avec les ongles longs qui se battent, un petit peu comme les combats de coq ou les combats de chiens, mais avec des enfants. Et il affectionne ça, et voilà, on va apprendre quand même qu'il a des mœurs assez dépravées. Bon, on l'avait déjà compris avec le viol de la petite servante, ou en tout cas l'agression sexuelle. Mais malgré tout, il y a de la nuance et on s'attache un petit peu au personnage, un petit peu quand même, pas beaucoup, parce que on va comprendre, on l'avait déjà compris, mais là il met les mots dessus, qu'il s'est senti rejeté depuis toujours par son père, il s'est pas senti aimé et il a même des doutes sur l'amour que sa mère lui porte. Et c'est vrai qu'au vu de sa perversité et de sa mère, à la manière dont elle réagissait, on pouvait se dire que oui, c'est vrai qu'on pouvait se demander si Alicent aimait réellement son fils. Bien sûr que oui. Donc, conforté voilà, d'avoir parlé à cœur ouvert avec sa mère et du fait qu'il ne veut pas le trône, il lui dit, hein, il ne le veut pas, et lui, il est convaincu que Viserys voulait Rhaenyra, mais que sa mère se trompe. Conforté quand même par sa mère, par le fait qu'elle veuille faire les choses, alors non pas en règle, parce que ça reste quand même de l'usurpation, mais de manière un peu plus honorable, c'est-à-dire le déclarer roi devant tout le monde et ensuite que Rhaenyra abdique. Sa mère le convainc de ne pas écouter son grand-père Otto en lui disant, voilà, il va te dire de faire des choses, ne l'écoute pas, sois un roi juste et non cruel. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on sent quand même que, bien qu'il y ait usurpation, si Aegon écoute Alicent, mais il ne va pas l'écouter, hein, on s'en doute, sinon il n'y aurait pas de danse des dragons, à mon avis, il va faire des choses, il va faire des dingueries. On sent quand même que s'il écoute sa mère, ça peut être un peu plus calme et pas être une boucherie de sang, contrairement à son grand-père qui lui donne que des mauvais conseils. En tout cas, que les conseils les plus sadiques et cruels et sans pitié. Mais on a Aemond qui, quand il est à la recherche de son grand frère, en réalité, même si on a l'impression que c'est son petit frère parce que Aemond fait une tête de plus et il fait 2 fois plus baraqué, on a Aemond qui va dire à Kristen Cole, mon frère, c'est un pervers, il a des mœurs de taré, bon après lui il est pas mieux non plus, hein. Il a des mœurs plus que légères, il veut pas de la couronne, c'est un faible, faudrait que moi je sois roi à sa place, donc vas-y, on le trouve, on le tue et je prends sa place. Ou en tout cas,
on ne le recherche pas. S'il y arrive quelque chose, moi j'hérite à sa place. Et moi je serai un bon souverain sans pitié qui en impose. Et tu sens quand même que Chris Stone Cold, tu sens que Chris Stone Cold, il n'est pas totalement serein à côté de Hammond. Hein. On l'avait vu dans l'épisode précédent, Hammond qui le désarme lors de l'entraînement et qui prend le dessus. Tu sens que si Hammond s'énerve, il peut défoncer Chris Stone Cold. Chris Stone Cold qui lui aussi vrille de plus en plus et qui a des sentiments pour la reine et pour Alicent. Et voilà, Alicent, elle lui dit clairement, en raison de vos sentiments, je vous demande de vous occuper de la situation. Il y est totalement dévoué. C'est une carpette. C'est un tapis. Il se fait piétiner. Bon, c'est un tapis. Donc, j'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé tout ça. Ça m'a fait penser à du Game of Thrones avec les plans de Cersei, de Cersei, de Joffrey, l'usurpation, ce qui se passe une fois que le roi Robert Baratheon est mort. Ça me fait vraiment penser à du Game of Thrones, beaucoup plus que les épisodes précédents où on était quand même dans les intrigues familiales. Là, c'est vraiment l'usurpation du trône. On voit, alors je ne sais pas si c'est le septuaire de Baelor, mais il me semblait que c'était le septuaire de Baelor, je ne sais pas s'il a déjà été construit à cette époque-là, mais en gros, le septuaire, là où on couronne avec la religion des Sept, on voit plusieurs fois, on voit Port-Réal, on voit les rues de Port-Réal. C'est bien parce que on sort un peu du château, du donjon rouge, et ça fait plaisir parce que le donjon rouge commence un peu à me fatiguer. C'est bon, on connaît les pièces par cœur, on connaît les couloirs. Il serait temps quand même de montrer des choses un petit peu plus, des paysages qu'on a déjà vus dans d'autres épisodes de Game of Thrones. Il faut arrêter de rester sur le donjon rouge. C'était une des faiblesses pour moi depuis le début de la série, c'était le fait qu'on reste enfermé dans un huis clos. Là, ça commence à s'ouvrir. Et donc, on a tous les gardes royaux, les manteaux d'or et tous les autres qui amènent, qui forcent en fait tous les habitants de Port-Réal à venir dans le septuaire pour l'intronisation de Aegon. Et ils prêtent serment. Mais là, ils voient que tout le peuple est content. Apparemment, l'applaudit. Bon, en réalité, c'est parce que s'ils applaudissent pas, ils vont se faire tuer, donc ils ont peur. Et là, on a Rhaenys qui débarque avec son dragon, parce qu'elle a réussi entre-temps, dans la foule, puisqu'elle s'était échappée grâce à l'un des frères Arik ou Eric, je ne sais plus, elle avait réussi à s'échapper, mais elle a perdu dans la foule, mais finalement, après être rentrée dans le septuaire, elle a réussi à s'en échapper, et comme la ville est déserte, elle a réussi à aller à Fosse Dragon pour récupérer son dragon. Et là, elle arrive et elle défonce le septuaire. Elle arrive carrément par le sol, en fait, et elle défonce tout. Alors, autant dire qu'il y a plein d'habitants de Port-Réal qui se sont écrasés ou balayés par le dragon, et d'autres qui s'enfuient. Et on a toute la team verte qui sont en train de couronner, avec Aegon qui lève son épée, qui se sent tout puissant devant tout le monde. Et là, en armure, Rhaenys en armure, avec son dragon, j'ai oublié le nom de son dragon, c'est... je ne sais plus le nom de son dragon, je confonds avec celui de Daemon. Elle arrive, et là, ils se disent, on est foutu. Et là, j'ai vraiment cru, bon, je me suis dit, normalement, il ne meurt pas comme ça. Je me suis dit, peut-être que George R. R. Martin, il va faire des changements par rapport au livre, et peut-être qu'elle va cramer certains persos. Ils ont tous peur, surtout Otto. Otto, on sent qu'il a peur, mais tous. Et il se résigne au fait qu'ils vont mourir. De toute façon, ils sont impuissants, ils peuvent rien faire. T'as un dragon qui fait la taille du sanctuaire, c'est un truc de fou. C'est un des plus gros dragons qu'elle a. C'est pas le plus gros, c'est Vagar, mais elle a un énorme dragon qui est d'ailleurs très très bien fait. Je trouve que c'est celui qui est le plus beau au niveau du visage. On a vraiment l'impression d'avoir Drogon de Daenerys. Et finalement, elle va pas faire un Dracarys, elle va pas crier à son dragon de brûler tout le monde, mais elle va les faire bien flipper alors qu'ils fermaient les yeux, prêts à être brûlés vifs. Bon, ils auraient été morts en quelques secondes, donc ils n'auraient pas vraiment souffert. Mais voilà, elle va leur montrer, elle va dire, voilà, j'ai le pouvoir de tous vous cramer, tous tous usurpateurs que vous êtes, je pourrais tous vous cramer. Je ne vais pas le faire parce que je suis quand même une reine bonne, mais je vais rejoindre Rhaenyra et donc je suis la team Black, je suis la team Rhaenyra et ce sera le prochain épisode qui sera consacré entièrement à Rhaenyra, The Black Queen, c'est le nom du prochain épisode, la Reine Noire. Excellent épisode.
le plus calme, je trouve, mais en même temps, voilà, cette scène finale avec Rhaenys en impose, ça m'a surpris. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, ben, on va finir. Je vais regarder. Je me suis dit, tiens, il reste 2 minutes, on va finir sur ça. Bon, c'était un épisode calme, très très bon, hein, mais calme. Et non, voilà, on a cette scène qui est assez impressionnante visuellement. En plus, le dragon est super bien fait. Quand il crie, quand on voit la gueule du dragon s'ouvrir avec les dents, c'est vraiment assez impressionnant. Et en dehors de ça, dans l'épisode, ben, pas énormément de choses à dire. Je trouve que voilà, on a le complot Misaria, ses manigances, avec beaucoup qui travaillent pour elle. Mais finalement, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, je trouve, par rapport à l'épisode de la semaine dernière où j'avais beaucoup plus de choses à dire. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo de 20 minutes, une demi-heure, je vais m'arrêter là. Je vais regarder une deuxième fois l'épisode pour pouvoir me préparer pour le live de mercredi soir à 21h. Probablement que d'ici là, je trouverai d'autres choses à dire. Mais je trouve bien d'avoir un épisode comme ça un peu plus calme, qui ne soit pas chargé trop en informations et qui ne soit pas trop lourd à digérer. Parce que c'est vrai que les autres épisodes, il y avait énormément de choses et c'était un peu lourd à digérer. Et il y a une scène qui, alors, m'a amusé et choqué à la fois, que j'ai trouvé très malaisante, mais en même temps c'est pas étonnant vu le perso, c'est Larys qui commence à se masturber en regardant les pieds de Alicent parce que c'est un fétichiste des pieds. Et en même temps qu'il se masturbe en regardant ses pieds, d'abord il lui regarde les pieds quand elle a des collants, ensuite elle enlève les collants. En gros, il lui donne une information à chaque fois qu'elle révèle un bout de ses pieds. C'est un pervers, lui c'est un pervers de fou. Et donc à chaque fois il lui distille une information tout en se touchant et tout, mais ouais, tu sens que le perso il a une perversion sans limite, quoi. Tu sens que le mec est ultra dangereux, il sait tout sur tout le monde, il est cringe comme on dit, c'est-à-dire très malaisant, mais en même temps ce malaise me fait rire jaune, mais me fait rire quand même. C'est voilà, c'est le grand retour parce que dans l'épisode précédent on l'avait pas vu, mais je me souviens pas qu'on l'ait vu dans l'épisode précédent. C'est le grand retour de Larys qui dans cet épisode fait encore des siennes. C'est vraiment un gros pervers lui. Mais en même temps il fait rire. Bon, voilà, c'est tout pour cet épisode. Très très bon épisode. Je ne note pas les épisodes. Si j'avais dû le noter, j'aurais mis 7 ou 8 sur 10, mais je ne note pas les épisodes. Je préfère les commenter plus en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager, à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé sur les personnages, sur les situations. Il y a peut-être des choses que j'oublie, mais là j'ai plein de choses en tête, donc enfin j'ai plein de choses en tête en dehors de House of the Dragon. Je suis en train encore de penser au Seigneur des Anneaux, donc forcément j'ai j'ai pas tous les détails en tête, mais ça me reviendra pour mercredi soir, donc on fera un live beaucoup plus détaillé. Voilà, merci à toutes et à tous, portez-vous bien, on se retrouve en fin de journée pour The Walking Dead saison 11, épisode 19, et demain pour Halloween Ends. Merci, portez-vous bien, bonne journée et bon appétit.